et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Nathalie. Aujourd'hui, notre émission spéciale avec David Jeanneret, créateur des Mauvaises Graines, un homme qui a la main verte. Notre rubrique repérage avec un pari écolo bio bobo, un pari green quoi. Focus sur le très prestigieux château Margaux et son domaine en plein cœur du Bordelais. La relève du jour, c'est Alexandre Stern, un passionné de miel qui crée des compositions comme un œnologue. Aujourd'hui, je vous emmène pour une émission spéciale vert, botanique, naturel, un grand bol d'air frais quoi. Mais en attendant, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine chic, Version Française, c'est maintenant. La ruche qui dit oui, c'est la belle idée qui remplit votre frigo et vos placards d'aliments parfaits pour consommer locavore, bio et malin. Chaque semaine, la ruche investit des centaines de lieux dans Paris où l'on peut récupérer sa commande directement auprès des producteurs. C'est toujours sympa de découvrir le visage du mec qui fabrique votre fromage de chèvre. Centre de ressources pour jardiniers urbains, la Maison du Jardinage promeut des pratiques de jardinage biologique. Mettre les mains dans la terre, planter une graine, arroser, regarder les pousses, cueillir les fleurs, récolter les fruits, être simplement en contact avec la nature. Partout, jardiner devient concret et les spécialistes de la Maison du Jardinage répondent à toutes vos questions. Un jardin sur le bout de la langue est un très poétique recueil sur les fruits et légumes. Dans ce beau livre, on trouve des pommes de mer, des épinards saisis de blues, des patates qui en ont gros sur la fraise, des oliviers aux yeux noirs, des petits mots sucrés et des petits mots salés. Un recueil gourmand à savourer entre petits et grands. Les Parisiens urbains aiment flâner dans les jardins. Entre les allées plantées et fleuries, loin du bruit de la ville, le temps s'arrête et l'esprit se met à rêver. Un après-midi au Palais Royal, une promenade entre les statues des Tuileries, un pique-nique entre amis au cœur des buttes de Chaumont. Cette collection s'inspire de ces moments où chaque souvenir trouve aussi son parfum. C'est un portrait bucolique que Version Française vous propose aujourd'hui. J'ai rencontré pour vous David Jeanneret, le créateur de la maison Les Mauvaises Graines. Il est spécialiste des jardins urbains, il a la main verte et l'esprit rock. Un matin parisien et gris d'octobre, on retrouve Caterina grimpant la butte Montmartre. Mais où va-t-elle? Donc là, on va chez David Jeanneret, créateur des Mauvaises Graines. Les Mauvaises Graines pensaient créer des installations végétales démentes, comme la terrasse personnelle de David. Et voilà. C'est magnifique. Merci. Enfin, On doit vous le dire tout le temps, David. Oui, c'est vrai. Mais je suis pour rien pour la vue. Hein. Ça, c'est Paris. C'est parti pour un petit cours de botanique et de langage. Alors David, qu'est-ce qu'elles ont de plus, les mauvaises graines, par rapport aux jolies fleurs? En fait, les mauvaises graines, c'est des belles plantes. C'est des belles plantes en devenir. Mais en fait, surtout, les mauvaises graines, c'est une erreur de français. Enfin, c'est le français qui a évolué. Voilà, c'est quoi une mauvaise graine, en fait? En fait, la mauvaise graine, c'était une graine qui était censée, enfin, qui soignait le mal. Donc, c'est plutôt une bonne graine au départ. Sauf que après avoir changé et bougé, le français dit une mauvaise graine au lieu d'une graine qui soigne le mal. Et les mauvaises graines, ce sont un peu des plantes increvables, comme vous, David. Oui, alors, mais je suis content, je suis increvable, j'espère. Mais ce que je veux montrer, c'est qu'on peut faire des choses simples et il faut utiliser les végétaux pour retrouver un peu de nature et de campagne. Et moi, vraiment, mon cheval de bataille, quand je fais une terrasse ou un événement, comme on ira voir tout à l'heure, j'essaie de mettre les choses le plus simple possible, qui ressemblent le plus à la nature. C'est vrai que vous êtes un peu le spécialiste, vous êtes le spécialiste des jardins urbains. S'il y avait juste un petit conseil à donner à tout le monde, c'est le peu d'espace qu'on a, utilisez-le pour planter quelque chose. Oui, en fait, pour moi, le vrai conseil, c'est de se dire que tout le monde a au moins un rebord de fenêtre chez soi. Donc si chacun mettait un peu de vert devant sa fenêtre, et surtout pas de géranium, mais en tout cas du vrai vert, des tomates. Déjà, si on met des tomates, ça apprend aux enfants que les tomates ne poussent pas dans une cagette de supermarché, ça pousse comme ça, sur un arbre. Ça apprend le temps qui passe, ça apprend le développement, on se remet en phase avec la nature. Donc si tout le monde faisait un peu ça, ben, je pense qu'en fait, on aurait des allées vertes dans tout Paris et ce serait très joli.
La création, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je baigne dedans. L'art, c'est de mélanger des choses qui, a priori, n'iraient pas ensemble naturellement dans un jardin. J'ai cette terrasse et j'ai mon jardin à côté. Et c'est ce qui me rapproche de la nature. Parce que plus je fais les mauvaises graines, et moins je touche aux plantes. Donc j'ai quand même besoin à un moment de toucher aux plantes. Donc c'est chez moi que je taille, que j'arrose, j'enlève les... Que vous expérimentez aussi. Exactement. Ouais. Et puis surtout, j'expérimente le choc visuel que peuvent faire les plantes chez mes amis. Quand les gens viennent ici, ou pour dîner, ou pour boire un verre, ou pour regarder un coucher de soleil ou un lever de soleil, enfin bon voilà, j'expérimente un peu ça. Et puis du coup, ça me permet de dire, écoutez, si moi je l'ai chez moi, vous pouvez l'avoir chez vous, voilà. David m'a dit que vous avez aussi un jardin. Et avec des vous a pas poules. menti. On vous a pas menti. Est-ce qu'on y va? Bah allez, on y Super. va, allons-y. Avec le chat ou sans? Non, oh, sans le chat, mais il y en a plein là-bas. On est dans un jardin enchanté là. Ouais. C'est un jardin urbain. Mais il y a même des poules. Mais oui, il y a des poules, il y Extra. a plein de choses. C'est quoi votre truc avec les poules, David? Ah bah moi les poules, alors moi j'ai une Non mais petite- d'abord, attends. Est-ce qu'on peut toucher une poule? Oui, bien sûr. Ça c'est voilà, c'est Bertha, qui est très sympa, hein Bertha. Je crois que c'est la première fois que je touche une poule de ma vie. Juste, expliquez-nous, Oui. qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est quoi votre philosophie de la poule? Ma philosophie la de poule à Paris. La poule à Paris. Alors la poule à Paris, en fait, c'est un rêve d'enfant. C'est que moi, j'ai toujours vécu avec des poules. J'ai vécu avec des jeunes poules, des vieilles poules, et maintenant, je vis avec des poules de luxe. Et en fait, l'idée, c'est que une seule poule, permet de baisser de 20% vos déchets organiques. Oui, parce qu'elle D'une mange le famille. compost. Elle ne mange pas de compost. Non. Elle mange... Non, pas du tout. Elle ne mange pas de compost. Elle C'est tout mange faux. les restes des repas. Elle est omnivore. Donc elle mange comme vous, exactement comme vous. David cultive une véritable philosophie autour de la nature et des plantes, version rock. C'est quoi ce truc De jardinier rock. jardinier rock? Non, mais au Pourquoi? dé- C'est pas seulement la coiffure. Non, la coiffure, j'y peux rien, c'est comme ça. Non, en fait, le côté jardinier rock, c'était pour revendiquer quelque chose au départ, quand je me suis lancé, c'est de dire qu'en général, les jardiniers, c'est hyper posé, on écoute de la musique classique, on va chez la comtesse pour faire un jardin à la française, justement. Et moi, j'avais pas envie de ça. Moi, je voulais faire un truc où justement ça bouge, c'est pas figé, et puis c'est pas parce qu'on écoute de la musique classique qu'on a meilleur goût que quelqu'un qui écoute de la musique rock ou du punk ou de l'électro. Voilà, c'est qu'il faut juste rester ouvert. On quitte le calme jardin de David pour un quartier chic de Paris. Ici, planqué dans les fougères, on trouve la boutique et les bureaux des mauvaises graines. À l'intérieur, un joyeux bazar de plantes, herbes aromatiques et fleurs en tout genre. Ambiance jungle sage. David y travaille dans le calme et les plantes vertes avec son équipe. Et dans la team, il y a notamment Camille, la sereine paysagiste. Moi, je suis paysagiste pour les mauvaises graines. Je dessine les projets avec l'équipe. On gère aussi les chantiers, on fait un peu tout. Ce qui est assez génial avec David, c'est qu'on mélange plein d'univers différents. Pas seulement le milieu du paysage, mais il y a la mode, l'art, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu sur chacun des espaces. Et c'est vrai que quand David vient, on sait qu'il va y avoir une touche un peu plus différente, je sais pas. Dans l'équipe, il y a aussi Raphaël, l'architecte qui dessine les plans. Toute cette belle team permet de voir naître des projets fous, comme ceux de chez Merci, ou du Grand Palais. Le dernier projet fou de David, c'est la boutique Aesop, boulevard Saint-Germain. L'idée des mauvaises graines, c'est que on va au-delà du fleuriste, au-delà du paysagiste. C'est vraiment de rapporter vraiment un morceau de nature dans Paris. Donc là, Aesop m'a donné cette chance de m'exprimer et de faire ce que je voulais, vraiment, en réfléchissant à la manière dont les clients s'approprient le devant du magasin. Et en fait, on rajoute un morceau de nature dans Paris.
Et pour trouver ces matières premières, David se balade dans des pépinières. On le retrouve là-bas avec Camille. Et pour eux, c'est un peu le Disneyland de la plante. Mais ça c'est top, ça c'est super beau. Hein. Très beau, très CP. Ça c'est pas mal. Ça c'est beau. Hein. Ça c'est vraiment bien. Ok, prends celui-là. C'est beau ça. Hein. Regarde ça comme c'est beau. Et puis je trouve ça beau au contraire. Même ça c'est joli. Moi j'adore les cryptomères. Celui-là est bien. Regarde, c'est beau ça. Alors si, ça ce que j'aime, c'est les graminées. Celle-là là. Ça fait des petites fleurs blanches au printemps. Et j'adore. C'est vraiment très beau. Oh là 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 là. Oh, ça c'est beau, hein. Magnifique, hein. Mais comment David fait-il ses choix parmi ces milliers d'espèces? Alors je choisis une plante parce que c'est une plante qui doit correspondre aux mauvaises graines. C'est-à-dire que moi j'aime les plantes quand elles ne poussent pas serrées, quand elles ont une allure un peu folle. Et voilà, et donc c'est ce qui fait le mélange des mauvaises graines et tout ça. C'est qu'on mélange vraiment les plantes qui ont un port le plus naturel possible. Allez David, un dernier mot sur vos créations vertes. Il faut juste avoir de la folie et essayer de créer des choses un peu magiques et étonnantes, quoi. Ça c'est ce que j'aime faire. C'est bon là? Non mais c'est pas 1 heure pour un pain Mugo quand même, Camille. Je vais le choisir moi. Paripour est notre rubrique qui déniche pour vous les bons plans de la capitale. Aujourd'hui, c'est Paripour, les bobos écolos. Paripour, c'est votre rubrique dénicheuse de lieux incontournables. Cette semaine, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré en quête d'un Paris green. Bien manger, bien s'habiller, se reconnecter avec la nature. Première étape, un esprit sain dans un corps sain. Chez No Glue, un restaurant certifié sans gluten et attentif à ses produits. C'est dans un petit passage caché que l'on retrouve le restaurant et l'épicerie, créé il y a 3 ans par Frédéric Jules, une globe-trotteuse intolérante au gluten. Le restaurant a été ouvert un peu avant toute cette tendance sans gluten qui est là depuis vraiment 1 an, 1 an et demi. Le but de No Glue, c'était de faire un restaurant et une pâtisserie adaptés aux intolérants. Et le but était aussi de rester un restaurant gourmand. Et pour cause, chez No Glue, c'est une cuisine traditionnelle et saine qui vous attend. Les plats sont de saison et font appel à de petits producteurs. En face, No Glue fait aussi épicerie, snack, pâtisserie. Parce que manger des choux ou des éclairs au chocolat sans gluten, c'est possible. Un lieu où tout est fait maison qui s'occupe autant de votre santé que de vos papilles. Deuxième étape de notre Paris Green, un corps sain dans un vêtement sain. Ce n'est pas parce qu'on a l'esprit vert qu'on ne peut pas s'appeler l'Herbe Rouge. Cette boutique, idéalement installée dans le viaduc des Arts et sous la promenade plantée, est un haut lieu de la mode durable et éco-responsable. Tout part de la matière. Donc nous sommes un petit peu des chercheurs de matière. Nous recherchons des matières de qualité qui ont une empreinte environnementale réduite. Elles ont également des qualités de bien-être, des qualités de durabilité. Et en matière de textile, l'Herbe Rouge innove. Par exemple, leur tenue faite à partir de café. Anti-UV, anti-odeur et thermorégulante. C'est aussi ça les textiles de demain, c'est d'aller chercher dans la nature et dans les nouveaux modes de fabrication, de conception, des raisons de réinventer le vêtement. Le label Herbe Rouge propose donc des vêtements écologiques dans leur conception, mais aussi durables parce que fonctionnels. Pull en coton bio réversible ou fibres recyclées, robe en laine bio, chemise en fibre d'eucalyptus, voilà comment on peut s'habiller durable avec l'Herbe Rouge. Dernière étape, un esprit sain dans une ville saine. La Galerie Verte est le showroom des Jardins de Babylone, une entreprise qui innove dans la végétalisation de notre environnement. À l'initiative de ce beau projet, Amaury Gallon, un homme passionné de nature et de design. L'idée, c'est d'amener du végétal sous n'importe quelle forme, dans nos intérieurs, dans nos extérieurs. Parmi les créations des Jardins de Babylone, des murs végétaux, des jardins, mais surtout un nouveau terrain d'innovation, le design végétal. Il y a une vraie volonté au niveau des gens de végétaliser leurs intérieurs. Donc aujourd'hui, nous, quel est notre travail par rapport à ça? C'est de trouver des technologies qui vont nous permettre de végétaliser nos intérieurs à travers, par exemple, des objets. On se sert de formes naturelles pour faire notre design végétal. Le showroom offre un aperçu de ses créations en tout genre. Un mur végétal inspiré de Moebius, le tableau au papillon et l'objet phare de la Galerie Verte, le baobab. Mais ces beaux objets sont surtout là pour véhiculer un message. Il faut agir pour l'environnement. Et les Jardins de Babylone comptent bien apporter leur pierre pleine de mousse à l'édifice. Voilà, c'était notre Paris Green. Paris aime la nature, Paris aime les plantes, Paris aime la vie.
exclusive à Château Margaux, histoire d'admirer le nouveau chai construit par l'architecte anglais Norman Foster et de constater qu'une fois de plus, les vendanges annoncent une grande année à Margaux. Un terroir unique, un patrimoine incroyable et 5 siècles d'histoire et de savoir-faire ont séduit un homme d'affaires grec lorsqu'il a découvert Château Margaux, alors en vente depuis plus de 2 ans. C'est en tout cas résolument un coup de cœur qui a poussé en 1977 le visionnaire André Menzelopoulos à acquérir le domaine d'un des plus grands vins du monde. Il en a entendu parler, il est venu ici, il a compris ce que c'était comme actif, comme héritage, comme patrimoine, et il l'a acheté. Et en 3 ans, il a réussi à remettre Château Margaux au rang qui lui revenait de premier grand cru classé. Aujourd'hui, l'héritage de Château Margaux se lit dans l'architecture néo-palladienne du château, construit au début du 19e siècle. L'architecte bordelais qui a fait les plans et le dessin de ce château a été très inspiré par le Parthénon, qu'il admirait beaucoup. Et ça rendait évidemment mon père fou de joie. Les cépages centenaires, la mémoire de ceux qui travaillent pour Château Margaux depuis plus de 30 ans, les archives pléthoriques sont autant de parts de l'histoire de ce grand vin de Bordeaux. Et c'est dans cette continuité-là que Corinne Menzelopoulos veut inscrire sa vision du patrimoine, comme l'avait amorcé son père. À Château Margaux, comme on est toujours en train d'essayer d'atteindre l'excellence tout le temps renouvelée, on avait besoin d'agrandir notre capacité de cuve et notre département de recherche et développement. Le métier de viticulteur et les processus de fabrication du vin se sont perfectionnés. Madame Menzelopoulos a donc décidé de se lancer dans un projet fou mais nécessaire et de repenser la totalité du domaine, grâce au concours d'un des plus grands architectes contemporains, l'anglais Norman Foster. Quand j'ai eu la chance de rencontrer Norman Foster pendant un week-end, je l'ai vu s'inspirer de la propriété. Je l'ai vu passer dans toutes les rues, dans les ateliers de tracteurs, dans les chais. Et je me souviendrai toujours du jour où il est venu présenter son concept. Il s'impliquait complètement dans l'ancien domaine et en même temps, il créait quelque chose qui, à l'intérieur, répond à des besoins techniques très sophistiqués. Le nouveau chai se fond absolument dans l'ensemble architectural. Les piliers, qui maintiennent le toit très lourd, tels des arbres dressés vers le ciel, ont été placés en périphérie pour laisser un maximum de place aux travaux viticoles. Nous avons aussi fait quelque chose de très important, une vinothèque souterraine absolument superbe, dont on a défini bien sûr les meilleurs critères, les plus grands critères de vieillissement pour la bouteille en la bonifiant évidemment. On a retrouvé à cette occasion-là la vieille orangerie qui date de 1755, le plus vieux bâtiment existant sur le domaine et que nous utilisons aujourd'hui comme salle de vendangeurs pour les repas. En cette fin d'été, l'activité bat son plein au domaine car c'est la période des vendanges. C'est la fin d'une année d'efforts. En fait, c'est le point fort, c'est la création finale de notre produit. Et je dois dire que nous sommes très très excités parce que nous avons eu un été et un début d'automne très sec et très ensoleillé. Et que l'on pourrait penser que l'on s'avance vers un grand millésime au moins. C'est le moment où Paul Pontalier, œnologue et agronome en chef de Margaux et ses équipes, mettent à l'épreuve la fonctionnalité des nouvelles infrastructures. Alors, les nouveaux aménagements de Foster sont incroyables car on croit qu'ils ont toujours été là. De voir les flux qui fonctionnent si bien, ce matériel si technique, la beauté en plus, des machines comme la beauté de la boîte qui l'entoure, on dirait qu'il a toujours été là. C'est absolument incroyable. Château Margaux, c'est aussi l'histoire d'une famille qui a mis tout son cœur à la préservation d'un savoir-faire et d'un héritage précieux. À 7 heures, Corinne Menzelopoulos s'emploie à transmettre les valeurs de Château Margaux à sa fille. On a fait beaucoup de choses pendant la construction de Norman Foster, ça a duré 5 ans quand même. Elle a vu nos anxiétés, elle a vu nos obsessions, elle a vu la façon dont on regardait Château Margaux. Ce qui est important, c'est qu'elle continue ce travail au service de Château Margaux, qui est beaucoup plus grand que nous, hein. C'est Château Margaux qu'il ne faut jamais décevoir.
Passionné de miel, Alexandre Stern les collectionne et les mélange subtilement, comme on assemblerait des cépages ou des parfums. C'est un portrait original à la croisée des mondes du luxe et de la gastronomie. Voici Alexandre Stern, il est créateur de miel. Il vient tout juste d'ouvrir sa boutique dans le 8e arrondissement de Paris. Ici, on trouve la spécialité de la maison, 12 miels issus de l'assemblage de différentes variétés. C'est en 2014 que l'idée de faire du miel un produit de luxe a germé dans l'esprit d'Alexandre. Je suis parti d'une comparaison entre le miel et le vin. Je me suis dit, si le vin était vendu comme on vend aujourd'hui du miel, on aurait sur les rayons des vins uniquement des bouteilles de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Cabernet Franc, donc on aurait uniquement les cépages. Et c'est ce qu'on constate sur le marché du miel, on a du miel de sapin, lavande, tilleul, etc. Ce que j'ai voulu faire, c'est me rapprocher du grand cru, donc d'être capable d'assembler entre elles différentes saveurs pour créer des miels exceptionnels, un petit peu comme des grands crus. Issu d'une école de commerce, Alexandre Stern a travaillé dans le conseil avant de se lancer dans la création de miel. Alexandre est aujourd'hui persuadé d'avoir trouvé le métier de ses rêves, alliant ses passions pour le voyage, la gastronomie et l'hôtellerie. Le point de départ de mon travail, c'est le sourcing, c'est-à-dire d'aller trouver dans chaque pays, pour chaque variété de miel, les meilleurs producteurs. Ensuite, il y a l'assemblage, c'est-à-dire le fait de mélanger plusieurs miels entre eux et de créer des miels uniques grâce à ces assemblages. Et puis ensuite, tout ce qui concerne la distribution, le marketing. Bonjour Mélanie. Et justement aujourd'hui, Alexandre se rend dans son laboratoire à côté de Montargis où il retrouve Mélanie pour tester de nouveaux assemblages. Alors, on va commencer par celui-ci. Alexandre cherche l'accord parfait entre le miel d'oranger, de bruyère et d'amandier. Et là encore, le créateur a une idée bien précise en tête. En fait, on s'aperçoit très vite qu'il y a des miels qui sont plus puissants, qui prennent le dessus sur d'autres. Donc on diminue la proportion de certains miels pour arriver à quelque chose d'équilibré. Je pense qu'il faut diminuer l'oranger, ça c'est certain. Moi j'augmenterai à la fois bruyère et amandier. Un petit essai comme ça. Tout part d'abord d'une idée, c'est-à-dire que j'ai une idée de miel, j'ai une saveur que j'ai envie de retrouver, par exemple un miel qui évoquerait un voyage dans les îles. Et à partir de ça, je vais déjà sélectionner les miels qui vont me servir de matière première. Et puis dans mon laboratoire, je vais faire les mélanges qui donneront naissance à ce miel. Et au fur et à mesure des essais, je vais trouver vraiment le mélange qui convient. Ce travail de recherche, Alexandre le fait environ une fois par mois. Aujourd'hui, pour la première fois, Alexandre a enfilé veste et charlotte pour assister également à la mise en pot de son miel. Un grand moment d'émotion. C'est vrai que ça fait plusieurs mois que je suis en train de le concevoir et c'est émouvant de voir enfin le produit fini en train d'être conditionné. C'est donc en allant à la rencontre des apiculteurs du monde entier qu'Alexandre crée ses miels. Aujourd'hui, il rend visite à un apiculteur près de Montargis. Mais le miel qu'il souhaite nous présenter vient d'un autre bout du monde. Le miel des merveilles, c'est un assemblage de 5 miels. C'est quelque chose que j'ai voulu un petit peu comme un tour du monde autour du miel en une seule cuillère, où on va retrouver les saveurs des différents continents. Ce sont des miels, donc c'est un assemblage, des miels qui viennent de différents pays. On a des miels mexicains, thaïlandais, français, espagnols. Et on est sur des variétés assez diverses qui ont chacune une tonalité aromatique bien précise. On a du miel d'avocatier, du miel de litchi, du sarrasin, du sapin et de l'oranger. Pour son avenir, Alexandre ne souhaite qu'une chose, faire le même métier pour les 30 années à venir. Et quand on lui demande quel miel hante encore ses rêves, il répond sans hésiter. Il y a un miel exceptionnel que j'aimerais bien faire découvrir également au grand public, c'est le miel de jujubier du Yémen. Alors aujourd'hui, comme vous vous en doutez, la géopolitique fait que c'est très difficile de s'approvisionner au Yémen. J'ai réussi à obtenir des échantillons, je travaille avec des contacts locaux pour qu'on puisse m'approvisionner. Aujourd'hui, ça reste difficile. C'est un miel qui est exceptionnel parce qu'il est produit dans le désert en très petite quantité. Et c'est un miel qui est très dense parce que comme il fait très chaud dans le désert, il y a très peu d'humidité. Donc c'est une texture très différente des miels qu'on connaît habituellement. Peut-être qu'un jour son rêve sera exaucé. En attendant, dans son magasin, il y a d'autres découvertes à faire, comme les madeleines et les nougats, sans oublier le chocolat, le tout au miel bien sûr. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Ciao!